Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Près de 48 heures après le drame de Oudalaye dans la région de Matam, le ministre de l'Intérieur attendu sur les lieux n'a pu rejoindre la localité à cause des fortes pluies. À suivre les précisions de notre correspondant sur place. À Richard Toll, les jeunes de la commune dans la rue pour réclamer la construction ou la reconstruction du pont Sermat. Âgé de plus de 80 ans, cette infrastructure est devenue un danger pour les populations. La prise de pouvoir des jeunes dans les partis politiques, un phénomène en marche de nos jours. Plusieurs d'entre eux ont été investis sur les listes pour les législatives. Un dossier à suivre dans ce journal. Et puis le rétinoblastome, une forme de cancer de l'œil chez les enfants de moins de 5 ans. Le Sénégal veut parvenir à son éradication. Le diagnostic précoce est conseillé. L'invité du 20h, il s'agit de Cheikh Oumarba, directeur exécutif de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Ce sera en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Direction au nord du pays pour y retrouver Ali Bandelnian. Le ministre de l'Intérieur était attendu à Oudalaye. Finalement, il n'a pas pu y aller faute des fortes précipitations. Ali Bandelnian, vous êtes en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Vous confirmez qu'Abdoulaye Daouda Diallo n'a pu rallier Oudalaye? Il faudra attendre ce jeudi matin pour voir le ministre de l'Intérieur, porteur du message du chef de l'État, qui devait venir soutenir les familles des victimes, de ces 5 victimes de Oudalaye. Mais Cheikh Tidiane, il faut dire que ce sont les conditions météorologiques parce qu'il a beaucoup plu aujourd'hui sur la zone sylvo-pastorale du Ferlo. Et d'après les techniciens, l'appareil, c'est-à-dire l'hélico à bord duquel le ministre de l'Intérieur devait voyager, ne pouvait pas survoler la zone. Alors, pendant ce temps, il y avait la délégation des autorités locales composée de différents préfets qui étaient donc en route pour rejoindre Oudalaye. Mais sachez que ça a été impossible, d'autant que nous avons été finalement obligés de rebrousser chemin. Des conditions de voyage extrêmement difficiles, Cheikh Tidiane. Dans cette zone, il faut véritablement dire qu'il n'y a pas de route, encore moins de pistes. Les populations, chacun trouve son chemin pour entrer ou sortir de la localité. Et puis, en plus des 5 morts de Oudalaye et des dégâts que nous annoncions antérieurement, il faut également relever que ces fortes pluies n'ont épargné aucune localité de cette zone. Autrement dit, c'est toutes ces localités de la commune de Oudalaye qui sont touchées. Des bâtiments effondrés, des cases complètement envolées, des têtes de bêtes également perdues. Les populations que nous avons rencontrées ce matin nous ont tout simplement exprimé une très grande inquiétude, surtout jusqu'au début de l'hivernage. Mais sur le terrain, les opérations de secours se sont poursuivies ce matin avec les éléments des sapeurs-pompiers et même les agents du service des eaux et forêts, les éléments de la gendarmerie nationale. L'objectif est donc d'écarter les dangers que représentait l'usage de ces bâtiments en banco. Mais il faut également relever, en attendant d'y être véritablement à Oudalaye, il y a eu donc l'affluence des populations venues de tous les villages donc pour les besoins de condoléances au niveau de cette localité de Oudalaye. C'est ce qu'on peut retenir en attendant l'arrivée donc reprogrammée du ministre de l'Intérieur qui devrait être accompagné par le ministre en charge des inondations, attendu donc ce jeudi à Oudalaye. Ali Bandelnian, certainement nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. Le Sénégal qui s'attend de fortes précipitations pour l'hivernage et une prédiction de la météo nationale. Le ton est d'ailleurs donné avec les fortes pluies de ces dernières 48 heures aux pêcheurs qui doivent aller en mer. Des mesures ont été prises. Des détails avec Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Cette année, le Sénégal risque d'être bien arrosé. D'après les prévisions météorologiques, la pluie sera au rendez-vous dans l'ensemble du territoire. Les perspectives sont bonnes parce qu'on prévoit une année humide à tendance normale avec un démarrage très précoce même dans la majeure partie du territoire, ce qui a été noté dans plusieurs localités dans la mesure où depuis le mois de mai, on a eu des pluies dans la partie sud-est du territoire Kédougou et certaines zones. Et en mi-juin, on a déjà des pluies là où on avait l'habitude de les observer en juillet. D'ailleurs, l'on peut constater que l'hivernage s'est bien installé dans plusieurs localités. On a une installation dans les 3/4 du pays, dans la partie sud, centre et dans la partie est du territoire. Et même dans la partie nord-ouest, on a des localités qui ont été très bien arrosées comme Louga, Diourbel,
Mais il faut reconnaître que certaines zones, surtout dans la frange occidentale, y compris Dakar, c'est un hivernage qui reste encore à s'installer. Ce qui fait que depuis lundi, plusieurs zones ont reçu de fortes pluies, occasionnant même des orages. Donc ces pluies qui ont démarré en début d'après-midi du lundi se sont poursuivies donc au courant de la nuit, intéressant les localités centres vers Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et un peu vers le centre-nord du pays, à Linguère. Mais une baisse va être notée à partir de la semaine prochaine. On prévoit une légère accalmie, donc une baisse des activités pluvio-orageuses sur une bonne partie du pays, notamment sur le quart nord-ouest, vers Podor, Saint-Louis, Louga, Thiès, Mbour et Dakar. En tout cas, les pêcheurs ont pris leur devant pour cet hivernage. Des mesures ont été prises en concert avec la NACIM pour parer à d'éventuels accidents. Je reçois souvent des messages des services de la météo. Quand la mer est agitée, la météo nous envoie des messages dénommés Moli. À part la météo, on regarde aussi le site dénommé Winguru pour voir les informations sur la situation de la mer. Nous allons à Richard Toll. Les jeunes de la commune ont marché pour la reconstruction du pont Cermat long de moins de 40 mètres. Pour les manifestants, l'état de délabrement avancé du vieux pont de plus de 80 ans est devenu un danger public pour les milliers d'élèves qu'il traverse. Un sujet signé Ousseynou Diop et Habib Sek. À Richard Toll, les jeunes de la commune ont marché pour réclamer la construction immédiate du pont Cermat. Long de moins de 40 mètres, ce pont dénommé le pont de la honte est depuis plus d'une décennie dans cet état de délabrement avancé. Il constitue même un danger pour les populations. C'est un danger qui est permanent et ce pont risque de créer un véritable massacre dans cette ville. Aujourd'hui, nos frères et nos parents ont un souci majeur, c'est que ce pont est ici depuis les années 30 et il n'a jamais été reconstruit ou renouvelé. C'est un pont qui est tout le temps rafistolé. À cet instant, nous ne voulons plus entendre parler d'appel d'offres de la part de la mairie. Pour les manifestants, cette version des autorités locales est vieille de plus de 10 ans. Depuis lors, on nous parle d'appel d'offres, mais on n'a encore rien vu. Nous en avons assez, nous en avons marre. Richard Toll veut plus. C'est un pont qui est là et qui permet de desservir plusieurs quartiers de la commune de Richard Toll, parmi lesquels il y a Diacksao, il y a Tchabakh, il y a Nombo, il y a Gadalkhout, il y a Campement. Et il y a des milliers de personnes qui vivent dans ces quartiers-là. Et cette ville compte des centaines de milliers d'habitants. Il y a nos parents, il y a des écoles qui sont ici, il y a des petits élèves et des enfants qui sont ici et on doit faire quelque chose pour eux. Il sollicite désormais le soutien du chef de l'État avant que le pire n'arrive aux élèves qui empruntent tous les jours le pont de la honte. Chaque jour, on entend une nouvelle version de la part des autorités communales. Ça suffit maintenant. Nous demandons aujourd'hui le soutien du président de la République Macky Sall. Le chef de l'État ne doit pas encourager cela, car tout peut arriver dans une commune aussi célèbre que Richard Toll. Les jeunes de Richard Toll menacent de barrer la route prochainement si les autorités locales continuent la sourde oreille. Cet incendie à Kaolack, la partie dénommée Mbarou au Sakou, complètement calcinée. L'incendie s'est produit dans la nuit du 26 au 27 juin. Une trentaine de cantines calcinées, plus d'une cinquantaine de machines à coudre endommagées, des dépôts de bâches fondues. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Les sinistrés sont dans la tourmente. C'est un récit signé notre correspondant sur place, Ibrahim Diamé. L'Ombarou Sakou du marché central de Kaolack est méconnaissable. L'incendie qui s'est produit dans la nuit du 26 au 27 juin a tout ravagé, plongeant du coup les tailleurs commerçants dans la tourmente. Cette partie est située au centre du marché central de Kaolack où l'on confectionne des bâches et des toiles de protection contre les eaux pluviales. Une trentaine de cantines sont parties en fumée, ravageant du coup des dizaines de machines à coudre gros calibre qui sont complètement calcinées et les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millions. L'origine du feu reste inconnu, mais l'on soupçonne des branchements clandestins qui auraient provoqué des courts-circuits. Les sinistrés de l'incendie de cette partie du marché central de Kaolack, estimés à une centaine de personnes, sont dans la tourmente et demandent de l'aide. À rappeler que le marché central de Kaolack est un marché où chaque année au moins son incendie est enregistré. Nous allons à Dagana. Des familles retrouvent le sourire avec le paiement des bourses sociales après plusieurs mois de retard. Des changements ont été amenés dans le mode de paiement à la suite d'un forum. Écoutons à ce propos les explications de Dantadsar Diako qui s'occupe de la question. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Il y a des bénéficiaires qui ont utilisé la presse
pour faire leurs revendications. Mais c'est pour vous dire, on a préféré, comme on dit, faire une pierre deux coups. Venir régler ce problème, en même temps tenir ce forum communautaire. Tout à fait, c'est pourquoi il y a des séances de sensibilisation. Et là, nous les exhortons toujours à être présentes dans toutes les séances de sensibilisation. Et si ils suivent régulièrement ces séances de sensibilisation, les problèmes qu'on vient de déceler n'allaient pas être rencontrés, puisqu'ils seront toujours auprès de leur relais communautaire. Et ce relais devra apporter toutes les informations, toutes les réclamations auprès du maire ou bien du sous-préfet, du coordonnateur régional même qui est là, pour que nous puissions résoudre rapidement les difficultés et les problèmes rencontrés. Je vous l'annonçais dans les titres, le rétinoblastome, une forme de cancer rare qui touche les enfants de moins de 5 ans. Les autorités sanitaires veulent l'éradiquer. Le docteur Boubacar Sarr, coordonnateur du programme de promotion, appelle à un diagnostic précoce pour éviter toute complication chez les enfants. C'était au cours d'une rencontre sur la question qui s'est déroulée ce matin. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Diafaraba. Le rétinoblastome, comme son nom l'indique, est une tumeur maligne de la rétine qui touche essentiellement le nourrisson et les jeunes enfants. Comme la plupart des cancers dans nos pays, la découverte est souvent tardive, entraînant des complications. C'est une maladie dont la fréquence, en tout cas chez nous, n'est pas appréciée de façon très claire et très certaine, mais qui est assez bien connue dans les pays développés. On pense qu'il y a entre une naissance sur 15 000 à 20 000 dans les pays européens qui deviendra une forme de cancer. Et une fois sur 4, c'est une atteinte de 2 yeux, bilatérale. Avant l'âge de 5 ans, certains enfants peuvent ainsi attraper cette maladie dont la cause connue est héréditaire. Le dépistage à temps préconisé. Le premier signe, c'est ce que nous appelons la leucocorie, c'est-à-dire la pupille qui est blanche. Quand vous avez un enfant que vous examinez dans certaines conditions et que vous n'avez pas la même lueur de la rétine, parce que par exemple, quand vous êtes dans la pénombre, quand on vous prend en photo, vous vous rendez compte que vous avez des yeux qui sont rouges. En fait, c'est la lueur de la rétine. Quand cette lueur qui n'est plus rouge, rosée à peu près, quand vous perdez cette lueur-là, surtout chez un enfant de 2 ans ou autre, c'est un grand signe. Il ne faut pas laisser cet enfant sur place. Selon le coordonnateur du programme de promotion de la santé oculaire, le traitement ne devrait pas poser de problème au Sénégal, vu les moyens disponibles. En tout cas, on a les techniciens qu'il faut. On a des gens qui sont très rompus à cette tâche. Nous avons un service, enfin, on a une structure qui s'occupe d'oncologie pédiatrique. C'est tout ce qui est cancer, touche les enfants, qui est coordonné, je pense, par le professeur Claude Moreira à l'hôpital de Dantec. Et dans cette cellule, vraiment, l'ophtalmologie, notamment le professeur Paul Aydendoy, joue un rôle assez important, justement pour la prise en charge de ces rétinoblastomes. Bien prendre soin de l'enfant pour prévenir et combattre la maladie, les parents sont les premiers concernés. La jeunesse au pouvoir, c'est la tendance actuelle. En effet, beaucoup de jeunes sont investis sur les listes pour les élections législatives. C'est le ton de l'affirmation politique, même si les principaux acteurs s'en félicitent. Beaucoup reste à faire. En dossier signé Dissa Prera et Mohamed Dia. Elle est la présidente de la commission féminine de l'UJTL. Mais pour ces législatives, Marie-Sow Ndiaye est numéro 4 sur la liste nationale de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal. La jeune dame ne semble pas surprise de cette position. Pour elle, c'est une tradition de son parti d'origine qui a rejoint le vœu de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal. Investir les jeunesses. Et je vous donne mon exemple. Aujourd'hui, moi, je suis numéro 4. Le docteur Toussaint Manga est numéro 11, qui dirige l'UJTL. Aziz Diop, qui est le secrétaire général des cadres, est en bonne position aussi. Donc, rien que cela, et il y a aussi l'exemple de Ziguinchor, où la plus jeune, en fait, c'est une jeune fille qui a 27 ans, qui a investi sur la liste départementale. Donc, rien que cela montre que ce n'est pas le PDS, mais toute la coalition croit à la jeunesse, parce qu'en fait, ils savent que c'est la jeunesse qui sera la relève de demain et qui va acheter. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, le nombre de jeunes investis à la députation doit être relativisé. Leur responsabilité ne passe pas uniquement par la députation, estime Mame Bouna Massal. 16e sur la liste nationale, il pense aussi qu'il y a une bonne présence des jeunes sur leur liste. Pas se comparer aux autres listes parce que nous avons une certaine particularité de par le caractère composite de notre coalition, qui est une coalition au pouvoir composée, qui est une coalition de coalition.
Par conséquent, les gens doivent relativiser cela et rappeler également que nous n'avons pas comme seul moyen de responsabiliser les jeunes dans les listes électorales. Ce serait un peu maladroit de vouloir faire une approche comparative entre la présence des jeunes dans les autres listes que dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et même si on s'aventurait à faire cette comparaison, il y a une bonne présence de jeunes. Et notre différence, c'est qu'il y a des jeunes qui ont été investis sur les listes départementales. Je pense que cela renseigne sur le pari optimiste que la coalition Benno Bokk Yakaar a porté sur la jeunesse de Benno Bokk Yakaar. Les jeunes, des atouts pour les partis et coalitions politiques, surtout dans cette perspective d'élection. Alors, quelle autre raison justifie leur présence et surtout leur position sur ces listes? Pouvoir et opposition, chacun a sa propre vision. Les jeunes sont très représentatifs et par conséquent, ils ont besoin de se reconnaître dans ces listes-là. Et je pense que politiquement d'abord, électoralement, j'allais dire, il est pertinent que des jeunes soient responsabilisés en force dans les listes. Des postes très éligibles en fait, qui honorent le parti et qui honorent la jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une coalition, mais hormis cet aspect de coalition, le PDS a maintenu ce qu'il a toujours fait depuis sa création, c'est-à-dire investir les jeunesses. Et je vous donne mon exemple. De plus en plus de jeunes se mettent au devant de la scène politique, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Certains d'entre eux sont bien positionnés pour arriver à l'hémicycle. Mais n'est-il pas temps aujourd'hui que ces mêmes jeunes exigent la parité comme les femmes l'ont fait? Issa Prera, Samba Bathily claque la porte de la coalition Bokk Gis Gis. Le maire de Ouakam ne figure pas sur la liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Il compte mettre sur pied un mouvement. Il n'exclut pas de rejoindre la mouvance présidentielle. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatima Ba et Younous Diatta. J'ai milité dans un parti qui se nomme Bokk Gis Gis. Vous avez tous constaté que après la publication des listes, en tant que le seul maire libéral du département, je ne figure nulle part. Raison pour laquelle moi aussi j'ai pris la responsabilité de ne plus faire partie de ce parti, qui est le Bokk Gis Gis. Non seulement je quitte le parti Bokk Gis Gis, mais j'ai donné des consignes de vote à l'ensemble de mes militants de ne pas voter la liste ou la liste de Bokk Gis Gis et de ses alliés. C'est notre manière de les sanctionner en retour. Mais pour ce qui s'agit de notre destination, nous allons créer notre destination finale, notre mouvement. Tout le monde nous demande de les soutenir, mais on va donner un mot d'ordre et ce sera dans l'intérêt des Wakamois. On va consulter tout le monde. Il y a ici les Jaraf, il y a les délégués de quartier, il y a les associations, les ASC de Nawetan, etc., etc. Nous sommes en train de les consulter pour qu'on finisse que tout le monde aille avec le maire dans un même sens. Et c'est ce qui se fera après la déclaration. Rien n'est exclu. La France, par le biais de son ambassadeur, octroie plus d'une centaine de bourses de stage pour des écoles spécialisées telles que l'ENA, une démarche destinée à renforcer la coopération et permettre aux boursiers de se perfectionner pour le développement économique du Sénégal. Aïssatou Paye et Mardian y étaient pour nous. La coopération entre la France et le Sénégal continue. 130 bourses octroyées, et ce, dans divers domaines comme la recherche, pour les doctorants, Top Kumba, Basseidou, Ndiaye Samba, heureux boursiers. Même s'il y a beaucoup de joie d'avoir obtenu cette bourse, il reste un peu de stress quant à l'attente des résultats. Mais donc on est très heureux d'avoir obtenu cette bourse, on se rend compte c'est vraiment une chance immense, que ça pourra aider financièrement nos parents, mais aussi pour toutes les démarches administratives. Je bénéficie de la bourse Excellence FL, qui permet de financer ma thèse en 10 mois. Mis à part les bourses d'études, d'autres bourses sont aussi offertes. Objectif, renforcement des compétences et formation assidue. Il faut rappeler l'existence des bourses Excellence Major, qui sont mises en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui concerne le niveau baccalauréat. 2 jeunes Sénégalais ont obtenu cette bourse valable pour une durée de 5 ans, qui permet d'atteindre un Master 2 ou son équivalent.
Je voudrais les citer. Il s'agit de El Hadj Seydouba et de Koumba Tobé, qui sont tous deux élèves du lycée français Jean Mermoz. Donc, ce dispositif de bourse est un levier fondamental de la coopération française. Il contribue à la promotion de la qualité de notre enseignement et à son ouverture, tout en renforçant évidemment les liens entre le Sénégal et la France. Le directeur de la coopération technique se réjouit de la qualité des relations bilatérales. Les Sénégalais sont partout en France. Ils sont dans toutes les universités. Ils sont dans toutes les grandes écoles. Ils sont dans toutes les structures de recherche également en France. Ils sont partout. Ils constituent pour nous, monsieur l'ambassadeur, énormément de fierté. Ils font un bon travail. Ils nous reviennent souvent avec de très bons résultats. Et donc, je ne peux avoir l'occasion d'avoir une tribune comme ça sans vous lancer un appel vivant, chers amis, pour ceux qui sont sur le départ. N'oubliez pas que vous partez pour revenir. Chaque année, 310 000 nouveaux étudiants sont accueillis en France. Des innovations sont en cours pour faciliter leur intégration. À présent, l'actualité internationale qui nous mène au Rwanda, à Madagascar, en Angola et en Libye, où l'on a enregistré la mort par noyade d'une vingtaine de migrants, dont des Sénégalais. Enrichi signé Daniel Diouf. Le corps en décomposition d'au moins 25 migrants noyés ont été retrouvés mardi sur le littoral, dans l'est de la capitale libyenne, Tripoli, selon le Croissant Rouge et un photographe de l'agence France-Presse. La plupart gisaient au milieu des rochers. Les autorités italiennes ont fait état mardi de plus de 8000 migrants secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée, au large de la Libye. Les gardes-côtes ont secouru mardi matin 147 personnes, dont 19 femmes et 4 enfants. La plupart sont des jeunes du Cameroun, du Sénégal, du Soudan, du Mali, a précisé le porte-parole de la marine libyenne. Elle est l'unique candidate féminine à la présidentielle rwandaise face à Paul Kagame, l'actuel président. Son nom c'est Jan Shima Wigara, mais elle pourrait bien manquer le scrutin d'août prochain. La commission électorale nationale l'a exclue de la liste provisoire de candidats à la présidence publiée ce mercredi. Selon le corps électoral, la candidate ne remplit pas les conditions de nomination requises pour se présenter le 4 août prochain. Selon la commission, seul le président sortant Paul Kagame et son rival du Parti vert démocratique Franck Kibinewa sont éligibles. La candidate n'aurait pas pu présenter 600 parrainages émanant d'au moins 12 districts sur les 30 que compte le pays. Après avoir déposé son dossier, Jan Shima Wigara avait dénoncé des actes d'intimidation et de menaces subis par ses partisans. Un projet de loi modifiant les avantages accordés aux anciens chefs d'État fait polémique en Angola. L'auteur du projet de loi n'est tout autre que José Eduardo dos Santos, l'actuel président de la République, qui quitte ses fonctions en août prochain, après plus de 37 ans de règne sans partage. Le texte prévoit une hausse pure et simple de la rémunération prévue pour l'ex-président qui sera désormais équivalente à 90% de son salaire actuel, la prise en charge de garde du corps, chauffeur et voyage en première classe, des privilèges auxquels pourra également prétendre la première dame, en plus de la création d'un statut de président de la République honoraire. Un autre article sème la discorde, celui qui exclut toute poursuite devant un tribunal spécial, quelles que soient les infractions commises par l'ancien chef de l'État. Une disposition contraire à la Constitution. Présenté à l'Assemblée nationale ce mercredi, le texte fait débat dans l'opposition, mais aussi dans l'entourage politique du président. Enfin, grosse saisie d'environ 370 tortues dénommées Radiata et 2 autres appelées Angonoka à l'aéroport d'Ivato, c'est à Madagascar. Les espèces ont été saisies dans 3 valises en direction de Hanoï au Vietnam, avec une correspondance à Nairobi, au Kenya. Daniel Diouf. Et puis le maire de Ouakam qui se prononce sur la polémique qui entoure la construction du stade de la cité Assekna. Samba Batili Diallo approuve le projet. Selon lui, cette infrastructure sera d'une grande utilité pour l'USO. Je propose de l'écouter. Nous avons une équipe de première division, l'US Ouakam. L'US Ouakam reçoit au stade Demba Diop. Le stade Demba Diop, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le Sénégal. Ça, c'est pas pour Ouakam. Nous payons 75 000 francs par jour pour faire nos propres entraînements. Or, Ouakam a produit des internationaux partout, pour le Sénégal, dans toutes les disciplines sportives.
Est-ce que c'est pertinent? C'est déjà un stade. C'est un stade qui est en train d'être réfectionné. Mais c'est déjà un stade. Il y a le mur, il y a les vestiaires, il y a l'aire de jeu, il y a tout. Est-ce que partout dans le monde, vous avez vu un stade qui appartient à un quartier? Le stade appartient à Ouakam. Ça appartenait à Ouakam avant qu'il n'y ait la cité Asegna. C'était un terrain de rugby. La cité Asegna est venue sur le même titre que le titre de la cité Asegna. C'est ce qu'ils revendiquent. Ils ont leur titre personnel. Est-ce que leur titre personnel, c'est le numéro du titre du stade?